tous, donc je suis Virginie Renavant, je travaille en tant qu'expert matière plastique chez Schneider Electric. Je vais vous présenter aujourd'hui des cas d'études où la rhéologie est venue au service de l'esthétique sur nos pièces techniques. Donc je vais d'abord présenter Schneider Electric, la business unit à laquelle j'appartiens et les produits concernés. Ensuite, je vous dirai comment on utilise Molflow dans notre business unit, ce qui n'est pas forcément applicable partout dans Schneider, chacun a ses usages. Le contexte des deux études que je vais présenter et donc les deux cas particuliers sur lesquels nous avons utilisé la rhéologie pour l'esthétique de nos pièces. Donc, pour présenter Schneider, nos ambitions sont d'apporter l'énergie et la numérisation à l'économie. Pour cela, nous fournissons le meilleur de notre énergie et de nos ressources pour apporter l'électricité partout dans le monde, pour tous et à tout moment. Schneider Electric est un leader de la transformation digitale et de la gestion de l'énergie au service de l'efficacité et d'un développement durable. Pour les chiffres clés de 2019, 5% du chiffre d'affaires est investi en R&D. Et ce chiffre d'affaires représente 27 milliards d'euros et 41% de ce chiffre d'affaires sont investis dans les nouvelles économies. Dans Schneider, nous sommes plus de 130 000 personnes employées partout dans le monde, avec une répartition globale équilibrée sur les continents. Actuellement, Schneider est organisé en deux grosses business units, une business unit industrie automation et énergie management à laquelle j'appartiens. Donc l'idée est d'investir dans des technologies pour une transformation digitale au service de l'automatisation industrielle et de la gestion de l'énergie. Donc comme vous le disiez, nous avons deux business units dans chacun avec pour volonté donc d'apporter des solutions à partir de produits qui sont intégrés dans un système et tout cela piloté par des applications. Et donc les produits sur lesquels ma business unit travaille sont ceux qui sont encadrés ici. Et plus particulièrement, moi je vais travailler en tant que support matière plastique sur les disjoncteurs miniatures. J'appartiens à un service de recherche et développement, et donc j'apporte le support de matière plastique aux gestions techniques sur des produits actuellement commercialisés et aux designers pour des nouveaux produits. Donc c'est de la sélection de matière, de la résolution de problèmes en phase d'industrialisation et de la rhéologie. Et je suis sur ce poste depuis 2010. Pour moi, la rhéologie représente en moyenne un mois de travail par an. Donc, ce n'est pas la majeure partie de mes missions. Donc, Molflow, utilisé dans la BU Energy Management, est souvent, en général, appliqué sur les thermoplastiques, avec trois utilisations distinctes, je dirais. Donc, tout d'abord, les moulistes qui peuvent nous faire une analyse de remplissage standard avec les logiciels qu'ils ont. Après, pour des pièces jugées plus à risque, donc on a des personnes en industrialisation des pièces plastiques. C'est eux qui sont garants de nos moules, de la bonne mise en place de nos moules. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent être amenés à faire des analyses de remplissage sur les pièces qu'ils jugent nécessaires. Là, aujourd'hui, majoritairement, on fait ça avec AMA. Après, moi, je vais intervenir sur des études un peu plus spécifiques en remplissage et en déformation avec AMI et pour des solutions, résoudre des problèmes de défaillance. Sur AMI, les modélisations que je réalise sont plutôt basées, en général, faites sur des matières PC et polycarbonate et polyamide, chargées fibres de verre et ignifugées. La modélisation du canal d'injection n'est pas systématique. Je vais plutôt modéliser le seuil chaud ou des mini-carottes. De même, la régulation du moule n'est pas modélisée parce que le bénéfice qu'on trouve
apportée par toute cette modélisation n'est pas suffisante au regard sur les polyamides, on a peu de différence. Et donc, le temps passé à cette modélisation par rapport à la précision qu'on obtient en la faisant, du coup, au niveau temps, n'est pas intéressante. Donc, pour pallier par contre cette impasse, on travaille souvent en comparatif. Donc, soit avec une comparatif avec des pièces réelles passées en géomagique, en scanner, soit en comparaison avec l'ancienne géométrie quand il s'agit de modification de géométrie. Donc Schneider, dans son image de marque, la couleur et l'écolabel font partie de cette image. Donc c'est dans ce contexte qu'est venue notre étude. Aujourd'hui, il y a un changement de couleur. Depuis quelques années, on procède à des changements de couleur. Les disjoncteurs qui étaient gris clair passent en blanc. Les contacteurs et les pare-moteurs qui étaient gris anthracite avec une face avant plutôt beige crème passent tout intégralement en gris anthracite. Et les plus gros disjoncteurs, eux, ont un changement de design. On peut avoir des faces gloss utilisant le gloss. Et on voit apparaître de plus en plus des faces vertes pour les parties intelligentes du produit. Voilà pour le changement de couleur. Et d'un autre côté, avec Schneider a des volontés donc avec un écolabel, donc réduire la toxicité des matériaux. Et pour cela, on a des actions depuis plusieurs années pour réduire, quand c'est possible techniquement, l'utilisation d'inifugents halogénés. Et ceci, donc, comme on pourra le voir, a un impact au moulage, sur l'apparition de traces blanches sur les matières gris anthracite. Donc, les deux cas que je vais vous présenter sont donc un contacteur et un départ-moteur. Donc, des actions que nous avons menées dessus. Donc, pour commencer, je vais commencer donc, par le burn control du produit Thesis Green. Le contexte de l'étude, donc c'est résoudre un problème de trace au niveau de la restriction de zone de restriction qu'on appelle passage volé, où je vous montrerai des photos plus tard, sur des matières gris anthracite. Ces problèmes sont arrivés suite au changement de couleur et au changement d'inifugent. Donc ma modélisation donc, est faite en remplissage-compactage. Les canaux d'injection n'ont pas été modélisés. J'ai utilisé un point d'injection de 1,5 mm qui était représentatif du moule actuel. Et la majeure partie donc, des images que vous verrez sont faites avec de la modélisation au PA66, GF25 et inifugé. Sachant que nous avions essayé d'autres matières donc, qui étaient des PA6 GF20 ou PA6 GF25. Pour la modélisation, j'ai choisi des températures au milieu des plages recommandées dans les fiches Molflow et avec un temps d'injection de 0,6 secondes. Donc le déroulement de l'étude s'est fait en 4 étapes. Donc d'abord, nous avons cherché à confirmer le défaut observé sur les pièces moulées via la simulation. Nous avons ensuite essayé donc d'élargir le passage des volets. Nous avons en troisième étape testé différentes positions pour les points d'injection et au final ajuster les points d'injection sur une des solutions que nous avons trouvées plutôt encourageantes. Donc pour la confirmation du défaut via la simulation. Ici, vous voyez une présentation avec le PA6 GF20 pour lequel en fait le remplissage n'a pas été du tout possible. Et là, donc on voit bien apparaître la mise en évidence du défaut qu'on a constaté au moulage en fait. Donc là, ici vous avez la pièce moulée au milieu de l'image et vous pouvez voir dans les zones encadrées en rouge des traces blanches qui apparaissent au niveau des parois des volets. Et de la même façon, on voit que des problèmes de ralentissement matière au niveau du remplissage sur la simulation. Pour l'anecdote, sur les parties initialement blanches sur lesquelles on n'avait pas constaté de problème depuis toutes les années de production, sur une autre étude, nous avons essayé de les passer au CO2 supercritique pour les colorer
Bon, la coloration n'a pas été efficace parce qu'on a obtenu une pièce rose, mais par contre, on voit bien apparaître, ça permet de faire apparaître aussi les traces blanches qu'on voit aujourd'hui sur les pièces grises anthracite. Pour le remplissage, on voit que bien que les seuils d'injection soient en face des parois volées, en fait, la matière va pas rentrer dans les volets, elle va plutôt remplir d'abord tout le pourtour de la pièce avant de venir dans les parois volées. Et donc, dans ces cas-là, on va pousser de la matière qui, en fait, a déjà stagné et refroidi. C'est ça qui va être la cause, en fait, des traces blanches qu'on va voir. Donc, pourquoi on a une stagnation? C'est qu'en fait, la section est restreinte à 0,25 mm. La raison est que ces parties doivent être pliables ou sécables selon la version du produit et donc son utilisation. Donc, nous avons regardé pour élargir les épaisseurs de ces passages volés. Donc, nous avons 0,25 comme la pièce initiale, 0,35, 0,45 et 0,55 mm. Donc, on voit que donc si vous regardez le temps, je sais pas, c'est peut-être trop petit, mais donc si vous regardez le temps d'injection de la simulation, on est au-delà des 0,6 demandés à 10% près. Donc c'est un phénomène qui est souvent observé quand le logiciel a du mal à respecter la consigne parce que on a des problèmes dus à des difficultés de remplissage. Donc en élargissant la paroi à 0,35 ou même à 0,55, on voit qu'il y a une légère amélioration, mais c'est pas ce qui n'est pas très significatif de respect de la consigne au niveau de l'injection. Donc l'élargissement du passage volé peut améliorer, mais c'est pas quelque chose de très très probant aujourd'hui sur le remplissage. Donc après, quand on regarde sur la pression de commutation, on voit malgré tout que l'élargissement dès les 35 mm permet de réduire la pression de 50%, ce qui est plutôt quelque chose d'encourageant. D'autant plus que à 0,45 et 0,55, après discussion avec le design, c'était très probable, mais donc du coup, c'est pas des solutions envisageables pour les fonctions sécables et pliables. Mais bon, l'idée était de voir si, en élargissant, on avait déjà quelque chose, on améliorait notre remplissage. Quand on regarde en température, donc on vient voir, en fait, on voit l'explication de pourquoi ces traces blanches et la stagnation de matière. Donc là, sur le zoom, vous pouvez voir ici que, en fait, la matière, le passage très restreint, en fait, qui crée une zone refroidie, et donc c'est de la matière, en fait, quand on va arriver, on va pousser de la matière refroidie. En passant à 0,35, on peut voir qu'il y a une petite proportion de gaine chaude qui est là, et donc qui favorise le remplissage de cette partie-là. Donc, au vu des résultats précédents, je vais revenir. Hop. Donc l'élargissement apporte une solution, mais qui ne semble pas non plus si certaine que ça. Donc on a essayé de modifier les points d'injection. Donc on a essayé une dizaine de configurations. Une a été retenue, la configuration E, que nous allons voir par la suite. Donc pour la modification des points d'injection, vous avez en haut les simulations avec les points du moule ancien, avec des épaisseurs de 0,25 et 0,35. Les épaisseurs 0,45 et 0,55 ont été annulées vu qu'elles ne sont pas applicables. Et en bas, vous avez donc la nouvelle proposition du point d'injection où nous avons positionné nos points d'injection au milieu des faces avec l'objectif de remplir d'abord le pourtour et pour que quand la matière arrive pour remplir les volets, en fait, elle arrive encore chaude et puisse être poussée plus facilement. Donc, quand on regarde le temps d'injection pour les pièces, là, ici, la simulation, elle est plus proche, elle s'approche plus de notre consigne. Et le remplissage sans slow motion, donc c'est plutôt encourageant. Ce résultat d'étude est plutôt encourageant. Quand on regarde la pression au point d'injection, on voit que la pression a encore diminué.
sachant que pour passer dans la nervure fait 1 mm. Donc nous avons dû réduire pour la simulation le point d'injection, le réduire de 1,5 à 0,8. Et malgré cela, la pression diminue. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quand on regarde donc le profil au niveau des passages volés, on observe donc dans les deux cas avec ce nouveau point d'injection sur la nervure, l'absence en tout cas la forte diminution de la partie refroidie au niveau du passage volé. Bon. La solution donc sur la nervure n'étant pas industrielle pour des causes de vieillissement de moule, des risques de bavure et d'arrachage ou d'écarottage, nous avons donc en dernière étape essayé de trouver un mode d'injection qui soit équivalent à celui qu'on avait fait pour la nervure. Donc en positionnant des points d'injection à gauche ou à droite de la nervure, avec uniquement 2 points, ou alors de mettre 4 points en répartissant des points d'injection à gauche et à droite de la nervure. Donc vous voyez ici les résultats. Donc avec en haut la simulation théorique sur la nervure non industrielle. À droite, vous avez des simulations avec 2 points d'injection et en bas à gauche, un point juste d'un côté de la nervure, donc un point en 2 injections. Quand on regarde le profil, avec un seul point d'injection d'un côté de la nervure, il semblerait qu'il y ait un risque de déséquilibre de remplissage. Donc nous allons voir ensuite au niveau de la pression au point d'injection. Dans tous les cas, semble plutôt bon. Par contre, si on regarde le profil en température, on voit ici que sur le positionnement en un seul point d'un côté de la nervure, qu'on pourrait avoir un nouveau risque de refroidissement au niveau du passage volé. Donc ça sera pas une solution que l'on retiendra. Pour conclure, sur le bornier contact Thésis, l'étude permet de préconiser une solution qui résout la stagnation et le refroidissement de matière responsable des traces blanches. Donc un changement de point d'injection est nécessaire. Il faut retenir 4 points d'injection qui peuvent être répartis entre 2 et 5 mm de part et d'autre de chacune des nervures. L'augmentation de la section du passage volé à 0,35 n'a pas été mise en place dans un premier temps parce qu'on a vu qu'entre 0,25 et 0,35 avec ces nouveaux points d'injection, les résultats étaient très similaires. Et donc l'idée étant que si au moulage on avait toujours des problèmes de traces, on élargirait, alors on modifierait le moule dans ce sens, et ça n'a pas été nécessaire. Aujourd'hui, on est resté à 0,25 avec 4 points d'injection. Le deuxième cas concerne le capot du produit GV2. Donc ici, de même, l'objectif est de résoudre ou de diminuer la problématique de traces blanches sur les faces latérales du capot, avec un seuil d'injection à 5 mm, et là la matière est un PBT GF25, toujours inifugé. Et le temps d'injection est de 1 seconde. Là, l'idée va être de lancer, comme nous allons le voir par la suite, le premier cas de référence étant un moule avec plutôt froid à 80 degrés, et ensuite d'essayer, donc basé sur la carte de moulage, et ensuite de lancer avec un moule plus chaud au maximum de la fenêtre indiquée, et en modifiant ensuite les températures d'injection. Donc voilà, donc en regardant la carte de moulage, on peut voir que les essais ont été lancés à 285 degrés, ce qui est au-delà de la température maximum préconisée. Et on sait sur nos matières d'expérience que surtout sur les matières gris anthracite, que les températures élevées vont causer plus de dégradation de l'onifugence, qui est peut-être la cause des traces blanches. Donc, nous allons d'abord regarder la face latérale gauche, sur laquelle on a bien mis en évidence les défauts dû à une hésitation évidente de l'écoulement de la matière, qui est refroidie avant la fin du remplissage. Donc ici, vous avez les 4 étapes de remplissage, et on peut voir que
Donc, quand pour la simulation, le logiciel n'arrive pas à respecter les 1 seconde, qu'il y a de l'hésitation, donc et avant les 9 secondes, on voit la matière qui est bloquée, là, un front matière complètement bloqué, qui va peu évoluer pour finalement se remplir en fin de remplissage et rejoindre le front matière bloqué. Donc ça, c'était la simulation basée sur les températures données dans la carte de moulage avec un moule à 80 degrés. Donc par la suite, nous allons donc comparer la simulation avec le moule à 80 degrés avec des simulations où le moule est passé à 130 degrés. Et nous allons ensuite faire varier la température d'injection matière, donc de 270 à 250. Cela semble bien réduire le phénomène d'hésitation. Les profils sont similaires, quelles que soient les températures d'injection. En regardant la fraction de matière froide, donc là, quand on a un moule à 80 degrés, la zone de matière refroidie est évidente et très importante. Quand on va mouler dans un moule plus chaud, on réduit fortement cette zone de matière froide. Donc la solution de moule chaud est la solution à retenir. Après, quand on regarde la réduction de la température d'injection, la simulation met en évidence l'augmentation, la réaugmentation de cette fraction de température de matière refroidie. Donc c'est un risque à prendre en compte. En observant la température au front matière, donc on voit que selon la température de la carte donnée par la carte de moulage, on a effectivement en fait au front matière de la matière déjà qui atteint déjà la température de transition en arrivant dans la pièce, en arrivant sur cette zone-là. Donc, et c'est un phénomène qui est résolu en montant la température de 130 degrés. Par contre, le phénomène, quand on descend la température d'injection, c'est un phénomène qui commence à réapparaître. Donc, les solutions 260-250 seront plutôt à proscrire. Nous avons voulu ensuite regarder, donc vérifier que sur l'autre face, qui avait aussi des défauts, nos préconisations pouvaient être applicables. Donc, quand on regarde, donc on voit la simulation montre aussi un ralentissement du front matière. Ici, on voit que petit à petit, les zones si on regarde la couleur, il y a un ralentissement matière, une hésitation et un effet de vague en fin de remplissage. Donc, et si on regarde sur les photos, on voit ces mêmes problématiques. Donc oui, le ralentissement au front matière est aussi lié à une restriction d'épaisseur que vous pouvez voir ici, donc mise en évidence fortement par rapport avec les rotations. Donc quand on regarde le remplissage, quelle que soit sur cette face-là, quelle que soit la température moule, il n'y a pas de différence notable. On voit encore le ralentissement du front matière ici sur la paroi restreinte. Fraction de matière refroidie, on voit apparaître justement aussi encore une fois la matière qui est froide en fin de remplissage, ce qui n'est plus le cas quand on passe à 130 degrés et 270 degrés. Donc moule à 130 degrés et une température d'injection à 270. Cette fraction, la matière refroidie ou en tout cas plus froide pourrait apparaître légèrement avec des températures à 250, mais ça reste anecdotique. Quand on regarde la température au front d'injection matière, tous les profils ici paraissent corrects, quelles que soient les températures moule ou température d'injection. Donc, au vu de ces données, ce que nous avions préconisé sur la première face n'est pas en tout cas contredit sur la face droite. Donc, l'étude confirme les défauts dus aux hésitations de remplissage sur les deux faces. Et les suggestions sont d'augmenter la température de moule à 130 degrés. La température dans la vis peut être réduite à 260 degrés minimum.
mais avec comme impératif de garder une température donnée de la buse à 270. Réduire la température dans la vis permet de minimiser la dégradation de l'infusion dans la vis et de ne solliciter la matière qu'au niveau du nez. Donc pour conclure, Molflow, sur l'utilisation de Molflow sur nos pièces techniques, l'utilisation principale en général est étude de remplissage et de déformation, mais avec les 2 cas que je vous ai présentés, la rhéologie nous a aussi permis de répondre à des problématiques esthétiques, avec pour le premier cas sur le bornier contrôle des réponses sur le changement de point d'injection et éventuellement de géométrie. Et pour le capot GV2, nous a permis d'adapter des paramètres de process de moulage. Je vous remercie pour votre attention.